Donc bonsoir, voici notre deuxième émission web Politis en partenariat avec la Fondation Copernic. On n'a pas voulu faire des entretiens politiques, il y en a beaucoup. On n'a pas voulu jouer au chat et à la souris avec des personnages politiques qui parfois manient la langue de bois, pas tous, mais souvent. Et on a voulu approfondir des thèmes qui sont présents ou pas dans la campagne électorale, mais qui sont des grandes thématiques. On a traité la question sociale la fois dernière avec le sociologue Christian Laval. Et aujourd'hui, notre invitée est Mathilde Larère, qui est une historienne spécialiste de l'histoire contemporaine. Vous la connaissez sans doute. Elle s'est illustrée grâce, je ne sais pas si on doit dire, au sein de Marianne ou à la sottise de Manuel Valls. Mais en tout cas, elle avait répliqué vertement à Manuel Valls quand celui-ci avait cru pouvoir délirer sur le sein de Marianne et confondre les femmes avec le symbole de la République pour mieux stigmatiser l'islam. Mais elle n'est pas que ça, elle va le prouver aujourd'hui, mais elle a cette petite célébrité, Mathilde, et donc je la remercie beaucoup d'être parmi nous. L'entretien, il va être conduit par Ingrid Merckx, qui est ici, qui est journaliste de Politis, et moi-même. Le thème de ce soir, on a appelé ça la démocratie dans tous ses états. On n'a pas fait preuve de beaucoup d'imagination. Ça permet d'ouvrir vraiment le débat. C'est aussi la démocratie politique, la démocratie sociale, la démocratie participative. Enfin bon, je laisserai le soin à d'autres ici de dire ça mieux que moi. Et je vais donner la parole tout de suite. Alors, d'abord, quand même un mot pour remercier notre ami Sen et nos amis du lieu-dit, parce qu'on est une fois de plus accueillis chaleureusement. Chaleureusement, j'exagère un peu, parce qu'il ne fait pas très très chaud, mais l'ambiance y est. Et dans cette brasserie où il y a de nombreux débats, où nous nous retrouverons d'ailleurs dans un mois également, j'aurai l'occasion d'en parler plus tard. Alors, je vais donner la parole tout de suite à Alexis Kukier, donc pour la Fondation Copernic, et qui va cadrer un peu, disons, le thème de la soirée. Merci Denis. Donc, j'ai le plaisir d'introduire cet entretien et puis la discussion avec Mathilde Larère, historienne spécialiste des révolutions et des citoyennetés. Il se trouve, et je vais commencer par ça, qu'on a eu l'occasion quelquefois de discuter ensemble de ce problème de la démocratie, à propos de la démocratie interne dans les partis, à propos aussi de Nuit debout, par exemple dans le collectif Le Temps des Lilas. Et à chaque fois, tu abordes ces problèmes en tant qu'historienne, et c'est aussi comme ça que nous allons introduire cette discussion sur les difficultés que nous pouvons avoir dans cette période pour penser la question démocratique. Alors, le titre, tu l'as dit, la démocratie dans tous ses états, peut indiquer qu'il y a plusieurs démocraties, peut-être pas compatibles entre elles. Et ce que va vous proposer Mathilde, et puis la discussion ensuite, c'est de questionner cette contradiction entre plusieurs modèles de démocratie, et notamment entre deux. La démocratie libérale, qui fonde notre système politique, et puis une autre démocratie que la gauche défend, la démocratie sociale, qui a, jusqu'au printemps dernier encore, été maintes fois défaite par l'autre modèle. Alors je vais dire simplement quelques mots assez rapidement d'introduction pour partir de ce qu'on fait assez habituellement dans les discussions, les débats sur la démocratie, partir de la crise de la démocratie. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là ? D'abord, on peut entendre, une première chose, c'est le peu de place que nos institutions politiques laissent aux classes populaires. Mais ensuite, c'est aussi une perte de légitimité du principe du suffrage universel. En préparant là un peu cette introduction, je revoyais un sondage d'IFOP en 2015 qui montrait, parmi les sondés, que 2/3 des personnes qui avaient répondu à ce sondage se prononçaient en faveur d'un gouvernement technocratique qui pourrait, sans recours au suffrage universel, mettre en œuvre enfin des réformes impopulaires. Mais c'est aussi, cette crise de la démocratie, une crise d'inventivité, peut-être, de la gauche. On la voit assez peu des forces politiques, en tout cas de la gauche.
On la voit assez peu présente là où de nouvelles formes de pratiques démocratiques s'inventent. Et on la voit peut-être aussi avoir, et c'est une des choses dont il pourrait être question, avoir une perte de repères politiques pour distinguer entre plusieurs formes de démocratie. Démocratie directe, démocratie participative, libérale, sociale, économique, etc. Donc voilà quelques mots, hein, à la fois donc, de bilan pour commencer, une désaffection populaire des institutions politiques, et puis une certaine désorientation de la gauche à l'égard donc, de ce terme de démocratie qui demeure malgré tout central dans le débat. Donc voilà l'idée. Pour que ce terme de démocratie ne soit pas un signifiant vide, pour qu'il soit efficace, pour qu'il soit utile, eh bien, il convient de donner l'épaisseur historique, comme on va le faire là avec Mathilde, à ce terme. Je ne serai pas plus long. Et donc, hein, c'est à partir de ce questionnement historique sur les modèles de la démocratie qu'aura lieu la discussion et qu'on vous invite avec notre intervenante Mathilde Larère, que nous remercions chaleureusement. Voilà, merci Alexis. Donc Mathilde Larère, merci d'être là. Et je vais vous poser une première question, puisque en fait, qui va dans le prolongement de ce qui a été dit. Il y a en effet, tout le monde éprouve ce sentiment de frustration et d'insuffisance par rapport au système démocratique d'aujourd'hui. Non seulement le système disons, de démocratie politique, mais l'absence qui est très très insuffisante, mais également l'absence de démocratie sociale. Alors, j'ai envie de vous demander, finalement, de quoi sommes-nous les héritiers ? Quelle est donc cette démocratie dont nous avons hérité et qui nous satisfait si peu? D'où vient-elle dans l'histoire? A-t-elle été conquise sur les barricades ou ailleurs, ou pas du tout? Ou l'avons-nous simplement subie? Bonjour d'abord, bonsoir vu l'heure, hein, et merci d'être venu. Alors pour répondre à la question sur les barricades ou pas sur les barricades, les deux en fait. En même temps, quand la démocratie, l'actuelle, la République est attaquée, elle se défend en mobilisant un récit historique qui est pour partie une imposture. En fait, quand on écoute un peu les discours, on se rend compte qu'a été construit une espèce de long fil qui est déroulé dans les manuels scolaires et qui verrait en fait apparaître les premières contractions de l'accouchement démocratique en 1789, la délivrance en 1848 sur les barricades de février, le baptême en 1880 quand la République triomphe enfin des monarchistes. Et voilà, on aurait donc cette belle démocratie. Et évidemment, c'est difficile de s'attaquer à une démocratie qui a une si belle origine. Sauf que, évidemment, c'est plus compliqué parce que la Révolution française n'a pas été démocratique une année seulement. Le reste du temps, elle est libérale. Sauf que l'un des principaux instruments de la démocratie, à savoir le suffrage universel, dans notre histoire en France, il a partie liée avec le césarisme des deux Bonaparte. Et ça marque nécessairement notre culture politique et notre démocratie. C'est encore super présent, en fait. Sauf que aussi, notre parlementarisme, en fait, il n'a pas été construit sous la démocratie, le parlementarisme. Il a été construit sous la monarchie constitutionnelle et il est le produit du libéralisme. Et ça se marque aussi très nettement dans les pratiques. Sauf que aussi, on nous dit la démocratie s'est construite contre la monarchie, etc. Sauf qu'en réalité, notre démocratie, elle s'est aussi construite en écrasant la démocratie sociale. On le dit moins, mais on ne la comprend pas si on ne sait pas ça. Et sauf qu'en fait, si on y regarde de plus près, ce qui se passe au XIXe siècle, c'est que la démocratie a été le produit d'un long travail d'absorption, de digestion de la démocratie par le libéralisme. Et c'est cette démocratie dont on a hérité. Donc il y a eu une démocratie qui est sortie des barricades, mais à chaque fois, elle a été... Et quelque part, tout le XIXe siècle, depuis la Révolution française, c'est la suite d'un combat toujours renouvelé entre, d'un côté, la démocratie directe, spontanée, qui s'appuie sur une citoyenneté en acte, militante, festive, mais qui peut être revendicatrice, voire violence, et sociale, d'un côté, et de l'autre, la démocratie représentative, libérale, et les deux s'affrontent. Et pour moi, Nuit debout, c'est vraiment ça rejouait un peu tout ça. Alors c'est vrai qu'on comprend mieux si on refait tout le fil de l'histoire. Donc, moi, ce que je vous proposais, c'était de refaire le fil de l'histoire, mais vous allez sûrement m'arrêter pour me poser des questions, parce qu'en même temps, ça risque d'être un peu long comme fil de l'histoire.
Oui, en effet, parce que la question qu'on peut se poser quand vous nous racontez ça, c'est est-ce qu'en fait ça veut dire que le ver était dans le fruit dès le départ, ou alors que le fonctionnement démocratique ne peut être finalement, pour être vraiment démocratique, que l'objet d'une lutte ou d'un combat permanent? Alors, pour moi, c'est forcément l'objet d'une lutte et d'un combat permanent. Reste que le ver était dans le fruit aussi. Donc en fait, je réponds un peu à la question des deux façons. C'est-à-dire que il y a eu un moment finalement assez pratique où il y avait d'un côté les libéraux qui étaient des monarchistes et de l'autre les républicains qui étaient démocrates sociaux. Donc c'était assez clair pendant un moment. Hein. D'un côté, ceux qui ne voulaient ni démocratie politique ni démocratie sociale, ils étaient favorables à la monarchie. On voyait les choses assez nettement. Là où les choses se compliquent, c'est en 1948. Parce qu'en 1948, le libéralisme va manger. Souvent, mes étudiants, je leur dis, le libéralisme, c'est une espèce de gros Pac-Man. Et pendant tout le 19e siècle, il bouffe tous les trucs positifs pour les digérer et en faire quelque chose qui fonctionne mieux pour lui. Et en 1948, le libéralisme mange la République et mange le suffrage universel. Et il donne naissance à une République démocratique, mais libérale. Et à partir de là, le camp démocrate social, hein, la sociale, ce qu'on va dire, elle est bien embêtée parce qu'elle s'est fait quand même récupérer tout ce qui pouvait être un peu porteur d'éléments d'espoir. C'est vraiment à ce moment-là que ça se passe, parce que pendant la Révolution française, les deux camps sont plus clairs d'une certaine façon, même s'il y a le problème du directoire, mais au début, on a une monarchie libérale, et parce que le libéralisme économique et politique, c'est très pratique pour tuer la monarchie absolue, ça marche très très bien, hein. Pour tuer la société d'ordre aussi, ça fonctionne. Mais pour instaurer la démocratie sociale, c'est complètement loupé, puisque c'est absolument l'inverse qu'ils souhaitent. Donc en fait, il y a en permanence ce combat entre les deux. Alors, vous dites que le suffrage universel a été dévoré en fait par ce qu'on peut appeler la contre-révolution, hein, de juin 48. Et en même temps, ça a été l'avènement d'un suffrage universel qui a été un peu plébiscitaire et qui a permis l'arrivée au pouvoir du parti de l'ordre de Louis-Napoléon Bonaparte, etc. Et vous parliez tout à l'heure de deux césarismes. Il y en a eu un troisième, c'est De Gaulle. Et donc la constitution de la Cinquième République. C'est-à-dire que finalement, est-ce que ce modèle de suffrage universel n'est pas antidémocratique à sa façon, puisque on vote tous les 5 ans, autrefois tous les 7 ans, pour solde de tout compte, en donnant un blanc-seing finalement à un président monarchiste. Enfin, la formule est assez à la mode, mais elle est juste. Et le peuple est totalement effacé pendant ce laps de temps. Donc, est-ce qu'une démocratie politique est possible sans démocratie sociale, finalement? Ça revient à cette question. Alors, il y a deux questions quand même dans le truc, hein. Alors, cette histoire du bonapartisme, c'est vrai que de toute façon, à deux reprises, et alors en plus, ça se rejoue pratiquement de la même façon les deux cas. Première fois, donc en 99. En 99, ce qui est en place au début de l'année 1799, excusez-moi, c'est le Directoire. Le Directoire, c'est une république libérale qui a réinstauré du suffrage censitaire. Donc, à peu près 40% des hommes en âge de voter sont exclus des urnes. Et puis, de toute façon, toutes les femmes, puisque la question, pendant tout le 19e siècle, n'est pas de les inclure. Et on est dans un système donc censitaire, absolument pas démocratique. Napoléon Bonaparte prend le pouvoir, instaure le consulat, donc un régime qui est dictatorial sur tout un tas d'aspects, mais met en place le suffrage universel. Et ça, c'est quand même très particulier dans notre histoire, puisqu'on a à la fois du suffrage universel, mais sans aucune des autres garanties de la démocratie. En fait, ce que fait Napoléon Bonaparte, ce que refera le neveu, et quelque part on retrouve maintenant, c'est qu'en fait, on instrumentalise le suffrage universel. Le suffrage universel, dans ce cas-là, n'est pas utilisé pour donner le pouvoir au peuple, hein, ce qui devrait être le but du suffrage universel. Ça devrait être un instrument qui donne le pouvoir au peuple puisqu'il vote. Mais dans ce cadre-là, dans ce fonctionnement bonapartiste, et où on dit césariste, le suffrage universel est utilisé pour donner du pouvoir à un homme, celui qui est élu. Il n'est en fait utilisé que pour fabriquer de la légitimité. Et à partir du moment où il a fabriqué cette légitimité, il est nié, il n'a plus besoin. Donc, autant dans un imaginaire démocratique qu'était celui de la Constitution de l'an 1, par exemple,
le vote, en fait, donnait le suffrage universel. Et évidemment, il y avait plein d'autres instruments pour ça. Le problème, c'est que maintenant, il n'y en a plus qu'un. Mais le suffrage universel devait donner du pouvoir au peuple. En revanche, à partir de là, on réduit le citoyen à n'être qu'un électeur, mobilisé à un moment pour légitimer des pouvoirs qui ensuite font exactement ce qu'ils veulent. Et ça, ça reprend en 51. En plus, c'est plus ou moins le même fonctionnement en 51. Les libéraux, ils avaient, parce qu'ils ont avalé le suffrage universel, mais une fois qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, à savoir fermer les ateliers nationaux, mettre fin à la politique sociale, ils ont un peu recraché quand même, parce qu'ils ne l'aiment pas. Donc ils avaient limité le droit de vote sur des conditions de domiciliation, donc ils avaient exclu toutes les classes populaires de la vie politique pratique. Et Louis-Napoléon Bonaparte fait un coup d'État, supprime la République, supprime les libertés, mais il rétablit le suffrage universel. Et on se retrouve avec la même chose. Et c'est vrai que d'une certaine façon, on en a les traces encore actuelles dans le fonctionnement de l'élection du président de la République au suffrage universel. Je sens que tu veux le micro. Merci. Qu'est-ce qu'il y aurait pu, en marge du suffrage universel, qu'est-ce qu'il y aurait pu avoir comme outil pour garantir malgré tout la démocratie? Vous disiez tout à l'heure, ça n'a pas servi à garantir la démocratie. Est-ce qu'il y a des outils qui ont été imaginés à ce moment-là et qui n'ont pas servi? Ou est-ce que nous, on peut en imaginer maintenant qui auraient pu être utilisés alors? Alors, sous le bonapartisme, il n'y en a pas qui est imaginé, parce que de toute façon, leur but, c'est tout sauf la démocratie. Donc, la question ne se pose pas. Mais en revanche, il y a d'autres outils. Moi, je trouve qu'une des constitutions qui a essayé le plus de réfléchir à la démocratie politique, c'est la constitution de l'an 1. En 1793. Alors, elle n'a pas été appliquée, puisque dans le contexte de la guerre, elle avait été repoussée, son application avait été repoussée à la paix, sauf que voilà, ça s'est terminé avant que la paix n'arrive. Mais là, par exemple, il y avait tout un tas de systèmes assez malins. Par exemple, alors il y a des trucs assez connus parce qu'on en reparle, ils avaient pensé une forme de référendum révocatoire. De toute façon, les élus étaient appelés des mandataires et il y avait ce qu'on appelait le rappel qui permettait. Il y avait utilisation du référendum. Mais il y avait surtout un autre truc qu'on connaît moins et que moi je trouve qu'il faudrait creuser. Donc la loi était proposée, discutée et votée au corps législatif, à l'Assemblée nationale. Mais une fois qu'une loi avait été votée, elle était envoyée dans les départements. Et en fait, il faut savoir que partout en France, il y avait ce qu'on appelait des assemblées primaires. Dès qu'on avait 600 habitants, on constituait une assemblée primaire d'électeurs qui se rassemblaient. Ces assemblées primaires permettaient d'élire des électeurs qui ensuite éliraient les députés. Mais par ailleurs, ces assemblées primaires recevaient les projets de loi. Et elles en discutaient. Et si on se rendait compte que dans l'ensemble du territoire, dans la moitié des départements, 1/10 des assemblées primaires refusaient une loi, eh bien, il fallait la rediscuter et il fallait la revoter. Donc, il y avait été pensé un système d'aller-retour, évidemment avec des quotas, entre ces assemblées primaires locales et l'Assemblée générale, mais qui permettait, dans le cadre d'une démocratie finalement là assez directe, assez locale, de refuser un projet de loi. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a plus jamais revu dans aucun projet constitutionnel. Donc ça pouvait être un instrument intéressant. Est-ce que la commune, parce que vous avez écrit un brillant article dans le hors-série de Politis sur les révolutions, est-ce que la commune, malgré la brièveté de l'expérience, comme on dit, le mot est malheureux, mais enfin on l'emploie souvent, à peaufiner, à élaborer des formes de démocratie plus directes qui permettaient aux citoyens d'être davantage acteurs de leur destin? Alors, vous allez dire que décidément, j'ai toujours des réponses de Normande parce que oui et non. La commune, malgré tout, très vite, donc ça commence le 18, et très vite, il décide d'élire un conseil communal. Donc très rapidement, en fait, il rentre dans des logiques de démocratie représentative avec cette élection de ce qu'on va ensuite aussi appeler la commune, qui n'est pas seulement l'événement, mais aussi cette assemblée communale. Et par ailleurs, en ne donnant pas à nouveau le droit de vote aux femmes dans le cadre de cette élection. Donc il y a un côté retour de la démocratie représentative qui posait d'ailleurs un certain nombre de problèmes à certains acteurs de la commune qui ne voulaient pas que l'on retombe dans ces ornières dont ils avaient quand même largement vu les limites.
Mais en même temps, en pratique, comme ce conseil communal était à la fois, bon, il avait du pouvoir, mais il était un peu occupé, il perdait énormément de temps en discussion, etc., existait de fait dans les quartiers parisiens des formes de démocratie directe. Et c'est en réalité au niveau des quartiers que les choses se réglaient. Donc il y avait les deux, mais c'est plus... C'est vrai que ça fait partie des choses que sur la commune. À la fois, il y a un côté dans les pratiques de démocratie directe fort, mais si on regarde, ils ont choisi l'élection très classique d'un conseil municipal et donc ils sont restés aussi un peu dans les cadres de la démocratie directe, représentative. Après, j'ai pas répondu à la question sur la démocratie sociale, mais peut-être qu'il y en aura une autre. Non, mais je ne sais plus la question, donc il faudra en trouver une autre. Parce que moi, j'allais vous conduire vers Nuit debout. Vous en avez parlé dès le départ, en introduction. Est-ce que vous pouvez réexpliquer comment vous avez suivi ce mouvement? On sait que... Alors déjà, est-ce que vous en parlez comme d'un mouvement? Et en quels termes vous en parlez, si c'est pas avec le terme de mouvement? On sait que c'est en tout cas une mobilisation qui a subi beaucoup de colibés, notamment sur son fonctionnement démocratique, en tout cas sur la réflexion qu'il a ouvert autour de la démocratie. Et alors, comment est-ce que vous considérez donc le mouvement dans son ensemble, et puis peut-être plus précisément ce qui s'est passé au sein de la commission démocratie, puisque son objet était quand même de réinventer des manières de faire la démocratie ou de la réinventer justement. Alors là, vous me sortez de l'histoire en fait, hein. Un petit peu quand même. C'est quand même assez récent. Moi, vraiment, l'impression que j'ai eue, c'est que ce qui se jouait au printemps dernier, c'était le nouveau combat classique que j'ai vu en 93, que j'ai vu en 48, que j'ai vu au moment de la Commune. Entre la place de la République et le palais Bourbon, c'est toujours la même chose. Et de fait, le processus de délégitimation qu'il y a dans ta question quand tu dis oui, c'était pas très sérieux, il y avait des limites, etc. Oui, bien sûr, mais ça, c'est le discours classique de la démocratie représentative sur la démocratie directe. Évidemment qu'il y avait des limites, évidemment qu'il y a un problème de représentation, mais d'avoir besoin de se servir de ces arguments, c'est très classique, c'est la défense de la démocratie représentative. En fait, pour moi, ce qui s'est joué, alors est-ce qu'il y a eu un mouvement contre la loi travail? Ça, voilà, on sait parce qu'il y a des organisations, etc. Moi, je considère qu'il y a eu aussi un mouvement Nuit debout parce qu'il y avait quand même la sensation d'appartenir à quelque chose. Il y avait des formes d'organisation, fut-elle inaboutissante. Enfin, je ne vois pas pourquoi on refuserait le nom de mouvement au bout du compte. Les deux se rassemblaient, et d'ailleurs on retrouve cet assemblage démocratie politique, démocratie directe et démocratie sociale. Et puis, c'était aussi ce qu'on voit très nettement. On voit de 89 à 93, après 94, après c'est écrasé. On le voit en 48, on le voit à la Commune. C'est cette démocratie en acte, militante, citoyenne. C'était les sans-culottes. Enfin, il y a un côté... On retrouve des formes de politisation intense des gens dans le cadre d'un mouvement. Donc tout ça, on le retrouvait. Et une défense, parce que malgré tout, ce qui jouait, c'était la défense de la démocratie sociale quand même, qui était attaquée par la loi travail, qui était attaquée par la remise en cause du Code du travail, qui est de toute façon attaquée par les remises en cause syndicales. Donc c'est ça qui se jouait. Donc on retrouvait une coalescence de ce qui avait animé tout ce que l'on peut voir pendant la Révolution française, pendant la Révolution de 48 et pendant la Commune. Et en face, on avait le truc classique. On avait la démocratie représentative, son refus de reconnaître la moindre légitimité à ce qui n'est pas issu des urnes et ce qui ne pose pas ses fesses sur le palais Bourbon, en gros, et une démocratie représentative qui, par ailleurs, était bien libérale dans les politiques qu'elle menait, parce que ce qu'elle faisait, c'était justement écraser le Code du travail, d'inverser la hiérarchie des normes, etc. Donc, il y avait quelque chose de logique. Évidemment, il y a des différences, parce qu'il y a des actualisations, mais c'était cette espèce de retour de ce combat classique avec les mêmes armes des deux côtés et la même entreprise de délégitimation de la rue par la démocratie représentative et ceux qui la servent. Et inversement, on retrouvait la même chose avec des actualisations dans, évidemment, les contenus. Alors, je vais continuer de sauter à pieds joints dans la politique actuelle, mais bien sûr enrichi par l'expérience de l'histoire. On sort d'un quinquennat en lambeaux d'ailleurs, qui a eu au moins un avantage, c'est qu'il a mis en évidence cette monumentale crise de la démocratie,
puisqu'on a eu un président qui a fait le contraire de ce pourquoi il avait été élu, ou à peu de choses près. Donc on voit bien que ce suffrage universel pour solde de tout compte, qui évacue complètement les citoyens, c'est un problème terrible pour la démocratie. Tout le monde est à la recherche, en effet, d'interventions intermédiaires permettant aux citoyens de se réapproprier une part de démocratie dans ce laps de temps. Alors il y a en effet des propositions, comme le référendum révocatoire, qui vient de chez Chavez, mais qui a été repris par Mélenchon. Il y a Benoît Hamon qui parle du 49.3 citoyen. Est-ce que vous voyez, disons, là vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous voyez, disons, des similitudes de l'histoire qui permettent de se référencer pour dire c'est possible, on peut le faire. Et je doublerai ça d'une autre question. L'inconvénient un peu de ces systèmes qui ont leur vertu, c'est qu'ils répondent à la question que négativement, défensivement, je dirais plutôt. Est-ce que de façon offensive, on peut imaginer des instruments qui permettent aux citoyens d'intervenir de façon en proposition, de façon active dans la vie sociale et dans la vie politique, en dehors de ces grandes échéances et de ces grands-messes électorales? Deux questions en fait, mais une seule. Alors, déjà, moi, je pense que même s'il y a tout un tas de petits instruments qui peuvent être utiles et qui pourraient améliorer, tant qu'on ne remettra pas profondément en cause la démocratie représentative, il y a quand même un problème. Et tant qu'on n'essaiera pas de réfléchir aux moyens de redonner de la vitalité à une forme de démocratie plus directe, c'est la difficulté. Parce que je ne suis pas sûre que si on ne change rien, si on restait dans le système actuel avec juste un référendum révocatoire, ça ne changerait rien du tout. Donc il y a nécessité de repenser véritablement et donc de ne pas avoir ce type de démocratie représentative qui réduit le citoyen à un électeur et qui par ailleurs... D'ailleurs, même pas un électeur du tout, parce qu'au bout du compte, quand on est à ce point dépossédé de sa propre souveraineté, on ne se déplace plus pour aller voter. C'est logique, finalement. Et c'est ça qui est dingue. Je vais quand même retourner un peu l'histoire, parce que là, vous me mettez plein dans le présent, et c'est pas ce... Mais quand je dis que ça vient de loin, ces choses-là, si on regarde le libéralisme, tout ce qu'ont essayé de faire les libéraux depuis la Révolution française, c'est d'exclure les classes populaires du vote. Alors, ils ont trouvé un système super efficace, c'est le vote censitaire. Ça, c'est génial. En dessous d'un certain seuil d'impôt, pof, on ne vote pas. Donc, très bien, ça permettait d'exclure les plus pauvres. Et ça, ils l'ont beaucoup utilisé. Mais au bout d'un moment, ils n'ont pas pu l'utiliser parce que c'était trop entaché, trop considéré comme conservateur. Ils ne pouvaient pas. Alors, ils ont inventé un autre truc. 1850, ils disent « Ah, pour avoir le droit de voter, il faut habiter dans la même commune depuis 3 ans. » Ah, c'est dommage, les ouvriers, ils bougent beaucoup parce que le marché du travail est mobile. Et donc, ça permettait, comme par miracle, d'éclater tous les ouvriers. Et finalement, qu'est-ce qu'on regarde maintenant? C'est essentiellement les classes populaires qui s'abstiennent. C'est terrible, le libéralisme a encore gagné. Et il a gagné encore plus de façon maligne qu'avant parce qu'il n'a même pas besoin d'avoir des conditions de domiciliation, il n'a même pas besoin d'avoir des conditions censitaires. Il suffit de dégoûter suffisamment les gens de la politique pour réussir ce qu'il essaie de faire depuis 1789, parce que la première loi sur le suffrage censitaire, c'est octobre 89, exclure les classes populaires du vote. Et à partir de là, parce que c'est vrai qu'après, ça remet en cause qu'est-ce que c'est qu'une démocratie représentative quand la grande majorité des gens ne votent pas. Mais ça peut leur chaud, puisque de toute façon, ils peuvent quand même se prévaloir de cette merveilleuse légitimité du suffrage universel. Et à partir de là, faire effectivement à peu près ce qu'ils veulent. Je n'ai pas vraiment tout à fait répondu à la question. Vous protestez parce qu'on vous parle trop du présent, mais on pourrait presque se projeter aussi un petit peu dans le futur. Vous invitez à repenser la démocratie représentative, mais ça commencerait par quoi? Vous dites que, notamment, il y a des gens qui disent puisque le suffrage universel, ça ne vaut rien, autant ne pas aller voter. On sait qu'il y a tout un débat autour du vote blanc, notamment. Est-ce que, par exemple, la question du vote blanc, ça pourrait faire exploser la question du suffrage universel? En tout cas, ça soulèverait le débat. Comment ça commence par quoi, la réinvention de la démocratie pas participative, justement, représentative? Alors, bon, déjà,
comme ça je le dis, je pense que la solution, elle reste quand même dans des formes d'élection, hein, parce que je ne suis pas partisane des solutions de tirage au sort. Je ne suis pas sûre que ce soit la solution pour... je partage avec ceux qui sont favorables au tirage au sort toute l'analyse qu'ils font de la démocratie représentative, de ses limites, etc. Mais je ne suis pas convaincue par le fait que ce serait ça la solution. Je pense qu'il faut continuer, parce que de toute façon, les choix politiques, c'est des combats politiques, et donc il faut pouvoir choisir. Et en fait, voilà, il y a par exemple d'un côté ceux qui sont pour la démocratie sociale, là je parle que pour politique plus économique, et la démocratie libérale, et il faut qu'on puisse choisir l'un ou l'autre. Et donc il faut que le choix se fasse par des formes de vote. Après la question, il y a sûrement plein de façons, hein, mais moi je peux plus vous dire, c'est pour ça que vous êtes un peu dur là. Après, moi je pense qu'il y a des endroits sur lesquels on pourrait agir. Il y a des choses à changer dans les partis politiques. Ça, je pense que c'est clair. Je pense qu'on est arrivé à un moment où il y a une espèce de sclérose du fonctionnement des partis politiques qui fait qu'ils ont tellement adapté finalement et adopté les tares du système représentatif qu'ils ont du mal à lutter contre. Cela dit, ils ont été un peu créés pour ça, hein, parce que quand on crée la démocratie des partis, c'est aussi pour encadrer le peuple, hein. Le parti, il sert en fait à un peu fermer, contrôler cette masse populaire dont on accepte qu'elle vote, parce qu'on est quand même dans un système de suffrage universel, mais qu'en même temps, on veut réussir à tenir. Et toute cette citoyenneté en acte qu'on voit dans les moments révolutionnaires, elle est canalisée dans les partis. Moi, je suis toujours étonnée de voir la vitalité militante dans un parti, des gens qui sont tellement prêts à donner du temps, de l'énergie, à coller à n'importe quelle heure par n'importe quel froid. Mais en fait, ils le font dans ce cadre-là et vers l'élection. Et finalement, toute cette énergie, c'est une énergie qu'on trouvait avant beaucoup plus dans les clubs, dans les sections, etc. Donc moi, je pense qu'il faut multiplier des espaces, des moments de discussion, de débat, de formation. C'est à ça qu'il faut revenir. Il faut revenir à des formes de plus grande politisation et pas d'enfermement dans des tunnels qui vont vers une élection où, de toute façon, une fois qu'on a élu, ça ne donne pas grand-chose. Mais bon, en même temps, c'est pas... C'est ça. Fini, mais je ne voulais pas vous interrompre. Non, je vais en venir à un questionnement qui est très classique, voire conventionnel. C'est-à-dire, est-ce que, selon vous, alors là, c'est un peu un engagement que je vous demande, mais ça m'intéresse d'entendre votre réponse. Est-ce que, selon vous, il faut abolir et en terminer avec cette élection du président au suffrage universel, qui nous est un héritage du bonapartisme, et est-ce qu'il faut en passer, en revenir, en tout cas, c'est pas suffisant, mais sans doute nécessaire, à des scrutins proportionnels? Bon, oui, ça me paraît assez évident. Enfin, de toute façon, le président au suffrage universel, c'est de fait complètement un héritage plébiscitaire de l'Empire. Donc oui, non, ça, oui, j'y ai pas pensé en premier truc, mais là, c'est complètement aberrant en termes de démocratie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on utilise le suffrage universel pour donner le pouvoir à un homme. Donc ça s'appelle pas de la démocratie, ça. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc c'est une imposture démocratique. La proportionnelle, pareil, même chose. C'est sûr que les logiques majoritaires, elles ont tendance à rendre plus atone, à enfermer. Et au bout du compte, elles ne donnent même pas une bipolarité, puisque les deux finissent par faire exactement la même chose, ne donnant qu'une place à ceux qui voudraient faire autre chose. Donc c'est aussi un moyen. Puis dernière question, peut-être avant de vous passer la parole. Quid du mandat unique, par exemple, ou alors du vote obligatoire? On sait que c'est un outil qui a été brandi. Qu'en serait-il? Alors, le mandat unique, oui, pourquoi pas. De toute façon, les formes de cumul... Il y a le cumul du mandat à la fois... les gens qui cumulent en même temps plusieurs mandats et ceux qui cumulent dans le temps. C'est sûr qu'on pourrait réduire. Moi, à partir du moment où, en plus, les gens ils viennent pour porter une idée, qu'importe si c'est un autre qui arrive. Enfin, ça permet aussi de redonner plus de contenu et de dépersonnaliser. Il y a un gros problème aussi dans la démocratie représentative, c'est sa personnalisation, qui est quand même très sclérosante, hein, parce que ça se fait à rebours de l'importance des idées. C'était quoi le deuxième truc ?
Le vote obligatoire. Alors, moi, je ne suis pas pour le vote obligatoire, mais ça, c'est par tradition révolutionnaire. C'est-à-dire que le vote, c'est pas qu'on on peut pas obliger à voter. Enfin, ça, c'est pas du tout dans la tradition révolutionnaire française. Enfin, moi, je ne vois pas. En plus, je connais pas mal de gens au Brésil où le vote obligatoire existe. En fait, c'est difficilement applicable. De toute façon, on ne va pas non plus pénaliser les gens financièrement, sinon après c'est très injuste, parce qu'il y en a pour qui ne pas voter coûterait pas grand-chose, d'autres. Moi, je pense qu'il faut redonner envie de voter, ça c'est clair, mais l'obligation ne donne pas envie de voter, ça donnera encore moins envie de voter d'une certaine façon. La question du vote blanc, oui, j'ai pas répondu tout à l'heure sur le vote blanc. Oui, à condition qu'au-dessus d'un certain niveau de vote blanc, l'élection soit annulée. Là, ça deviendrait assez rigolo, par contre. Ça n'a jamais été testé. Hein. Mais en fait, la plupart des choses n'ont pas été testées avant parce que jusqu'à peu, l'objectif, c'était cette lutte que mènent toujours les deux formes de démocratie. Et elle a été drôlement dure. Elle a été gagnée par la démocratie libérale. Donc, elle a été gagnée par le libéralisme parce qu'elle n'est plus... Enfin, la démocratie, c'est parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Hein, mais ça a été long, ce grignotage. Et donc, comme il a fallu... Enfin, on était... Ce combat a empêché de penser d'autres choses parce que la démocratie sociale, etc., elle avait son modèle, elle savait ce qu'il fallait faire. Maintenant, elle se retrouve coincée, donc elle essaie d'inventer autre chose. Mais s'il y avait une solution, je pense qu'on la connaîtrait quand même. Hein. Voilà, alors on va peut-être passer maintenant à des questions qui peuvent venir de la salle. Vous allez vous manifester en levant la main, on va vous passer le micro. Est-ce qu'il y a des candidats, des premières questions? Il nous reste une bonne vingtaine de minutes. Donc, allons-y. Sinon, on poursuit entre nous. Alors, attendez, parce il vous faut le micro. Bonsoir. C'était juste 2 mots sur comment les forces réactionnaires maximum, la droite extrême, a pu utiliser la démocratie. Votre regard là-dessus, les formes démocratiques. Je suis pas clair? Dans l'histoire, comment à un moment donné, y compris Hitler, a pu s'appuyer sur des... Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, y compris en remontant un peu en arrière? En fait, des fois, ils en ont eu besoin pour arriver au pouvoir. Hitler, il a été élu pour arriver au pouvoir. Mais enfin, une fois qu'il est là, il s'assuie dessus et puis il n'y en a plus. Enfin, il n'y a plus la moindre démocratie. Donc, ils ne l'utilisent pas. S'ils ont réussi, et encore, les élections... Alors, je ne suis vraiment pas spécialiste de la question. Là. Moi, je suis quand même 19e France. Hein. Mais les conditions de vote en 1933, il y a quand même des pressions très fortes. Enfin, on n'est pas dans des conditions de vote démocratiques du tout. Mais disons qu'il arrive avec une espèce de vernis démocratique parce que c'est sorti des urnes. Et puis, bon, il est quand même là. Il est appelé par le président, mais ensuite, il s'assoit dessus, donc il ne l'utilise pas, il l'écrase. Le seul moment où on a justement cette utilisation, pas de la démocratie, mais d'un des instruments de la démocratie, par une force réactionnaire, enfin, c'est plus compliqué, mais en tout cas, une forme de dictature, c'est justement ce cas très particulier du césarisme, qui se sert du suffrage universel pour se légitimer. Mais en même temps, par exemple, on dit tout le temps Napoléon III s'est servi du suffrage universel, c'était un régime plébiscitaire. Il a fait 3 plébiscites, 3 seuls. Il disait, moi je veux bien être baptisé avec le suffrage universel, mais je ne veux pas vivre les pieds dans l'eau. Bah oui, pas con le mec, hein. Il faisait pas trop d'élections parce que quand même, là, c'était un peu dangereux. Donc, quand il savait qu'il était sûr que le plébiscite allait lui servir, il les faisait dans des conditions très particulières, avec des questions tellement faussées que forcément les gens répondaient oui. Et après, il pouvait dire « Ah, ben c'est pour moi, j'ai retrouvé mon chiffre ». Mais la question était posée de telle sorte que l'opposition était coincée. Et sinon, entre les deux, il y avait des espèces de simulacres d'élections législatives qui, de toute façon, donnaient pouvoir à des assemblées qui n'avaient après aucun pouvoir. Donc là, il n'y avait même pas un souci de démocratie. Je vais me permettre de dire un mot sur Hitler et les nazis, parce que quand Hindenburg nomme Hitler,
le parti nazi est en chute libre dans les élections. Il gagne les élections en avril et il est déjà chancelier. Et pendant tous ces mois, c'est les sections d'assaut, les fameux SA, qui répandent une terreur effroyable. On interdit les partis, c'est une répression épouvantable. Donc les conditions dans lesquelles l'élection se déroule au mois d'avril ne peuvent pas permettre de porter un jugement sur le suffrage universel. Quelque mal qu'on veuille dire du suffrage universel par ailleurs. Hein. Voilà. Voilà. Alors il y a Laurent, au fond. Oui, à la fin de ton propos initial, Mathilde, tu as dit s'il y avait une solution, on le saurait. Je crois que c'est très important du point de vue de la démocratie, ça, parce que ça veut dire on pense là à des solutions institutionnelles, à des solutions techniques. Et quand on dit s'il y en avait, on le saurait, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Autrement dit, la question de la démocratie est-elle bien, ma réponse est non, une question technique? Parce qu'on peut envisager des techniques qui permettent d'éviter qu'on s'asseye trop sur la démocratie. On est bien d'accord. Mais quand on pense par exemple aux modalités de suffrage, de ceci et de cela, de l'expression de la puissance du peuple, puisque c'est ça la démocratie, l'expression de la puissance du peuple, entre le moment où elle est faite, le cas échéant, suivant des cadres déterminés par un suffrage, et le suivant moment, l'expression de la puissance du peuple n'existe pas. Il y a de la démocratie quand ceux qui gouvernent, je n'ai pas dit ceux, mais ceux qui gouvernent, l'institution de l'État ne peut pas faire autrement que de s'en tenir à ce qui lui est demandé. Mais ça, c'est un truc quotidien. Je veux dire par là que si un projet de loi est abandonné parce qu'il y a de grosses manifestations, c'est beaucoup plus démocratique que le simple fait qu'une loi soit discutée par des gens qui se trouvent avoir été élus 3 ans plus tôt. Autrement dit, la question, pour moi, et j'aimerais ton avis là-dessus, de la démocratie, est une question de fait, plus qu'une question de droit, une question de puissance, plus qu'une question de pouvoir. Et donc les solutions à la question démocratique ne sont pas des solutions institutionnelles, ne sont pas des solutions juridiques. Alors, certes, je suis d'accord avec toi, évidemment, hein, mais en même temps, par exemple, justement, ce qu'avait essayé de penser la Constitution de l'an 1, c'est de le traduire en tentative de solution institutionnelle, avec cette possibilité dans les assemblées primaires de rejeter un projet de loi. Finalement, ça permettait, parce que en tout cas, ça a été un petit peu pensé pour. Donc, tu peux pas non. Enfin, le problème, c'est que il y a un moment où il faut quand même essayer de trouver des solutions institutionnelles un tout petit peu. Et ça, c'en était une, hein, celle-là. Je ne sais pas ce qui serait passé pendant la loi travail s'il y avait eu des assemblées primaires qui avaient pu discuter de la loi travail. Ça aurait quand même largement changé la donne, hein. Là, en fait, ce qui est terrible, c'est que, alors, on laisse la rue, on a le droit, et encore, hein, on n'a plus trop le droit la dernière fois, ce qui devenait... Donc, on avait le droit, on n'a plus vraiment le droit, sous prétexte d'état d'urgence, mais on sait bien que c'est pas ça qui se joue. Mais c'est toujours... En gros, à partir du moment où on a mis en place la démocratie représentative avec des assemblées élues au suffrage universel, c'est très difficile de contester. C'est beaucoup plus difficile de contester un pouvoir élu au suffrage universel qu'un pouvoir qui ne l'est pas. Et par exemple, c'est bien le problème en juin 1948 ou sous la Commune, c'est qu'en fait, elles se sont levées contre des assemblées élues au suffrage universel. Les autres révolutions ou révoltes, elles se dressaient contre des pouvoirs élus au suffrage censitaire. Donc là, on pouvait jouer légitimité contre légitimité. Il y avait un moyen là, Mais à partir du moment où on a une assemblée élue au suffrage universel, c'est dur d'attaquer la légitimité issue
issus des urnes. Donc ça complique pas mal la chose. Après, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas du tout parlé, mais qui est intéressant aussi dans l'histoire de la démocratie. Mais en même temps, on est parti un peu dans tous les sens. Mais il y a eu aussi un instrument démocratique qui était pas inintéressant pendant tout le 19e siècle, alors qu'on a bien gentiment écrasé, parce que c'était un peu dangereux. C'est la garde nationale citoyenne. C'est-à-dire, en fait, partir du principe que l'État n'a pas le monopole de la violence légale, que les citoyens peuvent se saisir de la violence, de s'armer, etc. Avec une garde qui peut certes s'armer pour défendre le pouvoir, mais qui a toujours la possibilité de s'armer, parce que la garde nationale, elle est toujours là, en fait, elle doit défendre les libertés et la Constitution. Mais si le pouvoir va à l'encontre des libertés et des droits de l'homme, la garde nationale avait le droit de se retourner contre elle. Ça n'a pas duré très longtemps. Enfin, ça a duré longtemps. Pendant presque un siècle, hein, quand même. 1789-1871, on a eu ce partage du monopole de la violence légale. Donc là aussi, peut-être qu'il y aurait des choses... Évidemment, pas une garde nationale telle qu'on voudrait la faire passer. Ça n'a rien à voir avec des milices. Mais une vraie garde citoyenne. Ça fait partie des possibles instruments démocratiques. Ça avait des défauts aussi. De toute façon, je pense que mais c'est ce que tu dis tout à l'heure. Qu'est-ce qui est le plus démocratique d'une assemblée élue 3 ans avant, qui s'assoit sur ses promesses et qui fait une autre loi, ou effectivement une loi qui saute parce que la rue s'est dressée. Donc Il y avait une demande. Voilà. Oui, vous disiez tout à l'heure que donc, depuis la Révolution française, c'était une lutte perpétuelle entre démocratie sociale et représentative, et que petit à petit, la démocratie sociale se faisait grignoter. Oui, et du coup, à quand vous situeriez le summum de la démocratie sociale, ou le moment où elle se déploie le plus dans l'histoire ? Alors, en durée, on pourrait presque dire que c'est 93-94, puisque ça dure presque un an. Mais il y a des limites en 93-94 réelles, des limites à la démocratie politique, puisque le gouvernement représentatif, dans un contexte de guerre, avait décidé de reporter l'application. Donc après, il y a eu des formes de régression démocratique. Et pour même la démocratie sociale, les montagnards, ils n'ont pas supprimé la loi Le Chapelier, par exemple, ce qui est quand même là une grosse limite à la démocratie sociale, la loi Le Chapelier étant une vraie catastrophe en termes de démocratie sociale. Donc, le moment où, à la limite, elle a été le plus intense, c'est entre février et avril-mai 1848. Là, on a un beau moment. Là, c'était bien, de démocratie sociale, directe, etc. Ça a été très tendu, et ça s'est réglé dans le sang. Sur la commune, on a aussi des éléments, mais c'est difficile parce que la commune s'est trouvée tout de suite dans une situation de conflit, de guerre, et en fait a dû limiter son programme social qui était présent parce que il était porté par ceux qui se sont retrouvés dans la commune, mais ils n'ont pas pu vraiment l'appliquer. D'abord, ça dure très très peu de temps, et ça dure très peu de temps en guerre. Donc ils étaient vraiment dans une situation difficile pour pouvoir appliquer un programme économique. Après, il y a aussi, pour moi, l'instauration du régime général de la sécurité sociale, c'est un moment de démocratie sociale qui a duré un moment. Enfin, malgré tout, en plus, c'est ce que j'aime. Ce qui est intéressant dans la démocratie sociale créée en 45-46, c'est que là, c'est une autre façon de créer de la démocratie sociale. Ils n'ont pas essayé de renverser la démocratie représentative. Bon, il y a la tentative de la constitutionnelle qui est aussi, le premier projet, en tout cas, il est assez proche de celle de la constitution de l'an 1. Donc, mais comme il ne passe pas au référendum, c'en est un autre qui est plus dans les clous. Mais là, il y a une tentative de créer une démocratie sociale quelque part à côté. En fait, il y aurait d'un côté la communauté des électeurs, en plus attachée à la nationalité, parce qu'on a le droit de vote que si on est national. Bon, voilà, ça c'est la démocratie représentative. Et de l'autre, on crée, avec le régime de sécurité sociale, une démocratie sociale qui crée une communauté de gens à laquelle on n'appartient pas de droit du sang ou droit du sol, mais simplement parce qu'on cotise, parce qu'on paye des impôts et parce qu'on récupère. Et parce qu'on partage les droits
les libertés collectives garanties par le droit du travail. Et ça, il y a quelque chose de vraiment fort dans cette construction et cette invention d'une démocratie sociale, presque parallèle à la démocratie politique, dans le système de la sécurité sociale de 1946. Ça aussi, c'est en ce moment, c'est à nouveau écrasé. Hein. Donc là, voilà, ça, c'est des moments où je la vois apparaître et où elle a essayé de lutter. Alors, il y avait une question tout à fait au fond, même deux, je crois. Donc, c'est assez déprimant ce que je vous raconte. On va faire parvenir le micro au fond et les deux questions vont s'exprimer de façon groupée. Pardon. Ouais. Bonsoir. Je vais vous demander si vous auriez pu me donner l'exemple de démocratie directe qui existerait actuellement peut-être à échelle locale en France ou alors en Europe. Parce que pour moi qui n'ai aucune éducation à ces questions-là, c'est très difficile de me représenter concrètement ce que pourrait être autre chose que la démocratie que vous appelez libérale. Moi, je suis vraiment éduqué à ça. Cet univers-là, les gens qui m'entourent, c'est pas quelque chose auquel je suis habitué. Et c'est très difficile de voir ce que ça pourrait être concrètement. Parce que piocher ces exemples, excusez-moi, dans l'histoire me paraît limité parce que ça prétendrait qu'il y a une unicité transhistorique de cette démocratie libérale. Je ne suis pas sûr que la révolution de 48 soit opposée à la même chose que la commune et soit opposée à la même chose que la révolution de 89. Et qui plus est, c'est peut-être oublier tout ce que ces moments de démocratie sociale ont porté de violence, de ce que je connais, parce que je connais vraiment l'histoire moins que vous, de violence et puis aussi de limitation géographique, parce que c'est des expériences qui sont principalement parisiennes. Je ne sais pas si, je sais pas si ces démocraties sociales ont pu à un moment s'appliquer à la France entière. Enfin, la commune, c'est parisien. 48, il me semble que c'est très parisien. Robespierre, je ne sais pas. Voilà. Oh, pardon, madame. Pareil, j'espère que je ne vais pas être très maladroit dans la formulation de ma question. Dans les formes de démocratie directe, moi, j'ai pas pu aller à Nuit debout, mais des amis qui étaient... je suis féministe, donc je connais un peu ce milieu-là, et des amis féministes trouvaient que ce qui avait été difficile et à Nuit debout, c'était de rendre sensible des rapports de pouvoir qui sont ceux qu'on peut connaître, qui sont liés au fait que plus facilement certaines catégories de la population, parce qu'elles sont plus éduquées, parce que ce sont des hommes, parce que ce sont des blancs, toutes ces questions-là revenaient en force, et que la démocratie directe et ceux qui la défendaient n'en étaient pas toujours conscients en fait. Et du coup, ma question est, alors que des choses comme la démocratie représentative et la parité, qui à l'époque avait fait débat, mais ça recrée une forme de représentation de ce à quoi peut correspondre la société. J'espère que je ne suis pas malade dans ce que je dis, mais... Et du coup, je me posais la question de savoir comment les formes de démocratie directe pouvaient en quelque sorte lutter contre les rapports de pouvoir qui sont présents socialement, économiquement, etc. Voilà. Alors, pour répondre à la première question dans laquelle il y avait plein de trucs. Il est assez évident que dans un pays de la taille de la France, on ne peut pas envisager une démocratie directe pure. Enfin, la démocratie directe, on la trouve dans les cités athéniennes ou des choses comme ça, dans des espaces beaucoup plus limités. Quand je parle de démocratie directe, je n'envisage pas que tout le peuple français se rassemble sur une agora, d'ailleurs je ne sais pas où il tiendrait, mais il s'agit en fait de donner plus de place à des formes de démocratie plus locales et qui par conséquent sont plus directes, puisque là on peut avoir, il y a moins la médiation de l'élection et de la désignation de représentants. Et là il y a des techniques, il y a des moyens institutionnels de le faire. Alors je vais encore revenir dans mes termes, m'en voulez pas, mais en même temps c'est vrai que moi je suis historienne, donc j'adorerais faire du droit constitutionnel et avoir... Ben ouais, mais j'y peux rien, il faudrait trouver un prof de droit constitutionnel à ma place. Mais la solution qui avait été trouvée dans la Constitution de l'an 1, elle n'est pas idiote, finalement, de donner à des assemblées locales
des pouvoirs qui sont des pouvoirs de désignation des représentants, mais qui sont aussi des pouvoirs de discussion de la loi. Et de le faire dans un cadre tel que on peut finalement compter et on peut traduire cette réalité de démocratie à l'échelle locale et plus directe, et après pouvoir dégager malgré tout une forme de majorité et de minorité. Donc ça peut être un moyen. Ensuite, vous avez fait, alors je vais peut-être caricaturer, mais fait un lien entre la démocratie sociale et la violence. Alors ça, c'est archi classique, on fait toujours le lien entre les deux parce que justement, c'est ce à quoi on nous habitue et on nous fait penser. Et évidemment, on pense à 93, on va penser à la guillotine. 48, on ne pourrait pas trouver grand-chose, parce que alors là, la violence, là, elle est vraiment de l'autre côté. Il n'y a pas le moindre exemple il n'y a pas de violence de la part des démocrates sociaux en 48. D'ailleurs, ils ont tellement peur de réactiver les peurs de la terreur et de la peur de la violence qu'une des premières mesures qui est prise en 48, c'est la suppression de la peine de mort en matière politique, pour bien montrer qu'ils ne vont pas et que ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Sous la Commune, oui, alors il y a la loi des otages, mais bon, quand d'un côté on a 25 000 morts faits par la répression de la Commune et de l'autre, je ne sais plus les chiffres, mais quelques centaines, et non, c'est beaucoup, quelques centaines, je ne néglige pas, hein, mais la violence, elle est beaucoup plus du côté de la répression. Mais cette association de la violence à la démocratie sociale est un discours très construit, est assez facile à déconstruire à partir des faits, qui permet de déconsidérer la démocratie sociale. Par exemple, sur la Révolution française, la période 93-94, on va appeler ça la terreur. C'est un mot et c'est un concept, l'idée qu'il y aurait un système de terreur, qui est immédiatement fabriqué par les Girondins et les libéraux quand ils prennent le pouvoir à la mort de Robespierre. Robespierre, il utilisait toujours deux mots, la terreur et la vertu. Pourquoi on n'appelle pas cette période la vertu ? Pourquoi on retient que la terreur ? Évidemment, ça aurait une autre gueule si on disait « oui, la vertu de 93 à 94 ». Ça changerait quand même pas mal la donne. Mais non, on n'a gardé que le premier, la terreur. Mais quand on regarde dans les discours, c'est toujours les deux ensemble. Et par ailleurs, si on regarde la violence, effectivement, hein, il y a une violence très forte politique pendant le gouvernement révolutionnaire, qui par ailleurs peut s'expliquer, mais la terreur blanche qui suit la terreur rouge et qui va donc se déchaîner contre les montagnards, puis au retour des rois qui va se déchaîner aussi contre les bonapartistes, elle fait en nombre de morts le même nombre que la terreur rouge. C'est pareil, 30 000. Donc, pourtant, on n'en parle jamais de celle-là. Celle-là, et d'une certaine façon, je me souviens d'un historien qui disait, mais voilà, alors combien de morts du libéralisme ? Il avait fait un calcul sur le nombre de morts en France en additionnant les révolutions, hein, et puis les morts qui sont faits dans le cadre de l'Angleterre réformiste et libérale, mais et il y a des morts. Enfin, de toute façon, la violence, elle est sourde, elle est moins immédiate, mais elle est tout aussi réelle. Mais l'association de la violence à la démocratie sociale, c'est un argument utilisé par les libéraux pour déconsidérer la démocratie sociale et contre lequel il faut lutter, mais ils le ressortent tout le temps. À chaque fois qu'on parle de 93 et de Robespierre, c'est un psychopathe sanguinaire qui voulait voir du sang. À chaque fois qu'on passe 48, ils peuvent pas, parce que vraiment 48 en plus, il n'y a rien. Là, ils sont la violence, elle a vraiment été dans la répression de juin 48. Mais même sur le coup, ils ont essayé de faire passer les insurgés pour des sanguinaires. Et la Commune, mais même encore récemment, hein, je me souviens, j'avais vu, je crois que c'était il y a 5-6 ans, une exposition à la mairie de Paris sur la Commune, une salle entière sur les victimes faites par la Commune. Alors, on était vraiment invités à verser des chaudes larmes sur la mort de l'archevêque. Et à côté de ça, une seule, comment on dit ouais, voilà, enfin une vitrine, quoi, sur les 20 000 morts de la Commune. C'est quand même dingue comme traitement. Mais ça continue. Ardisson qui nous explique que de toute façon, les communards, ils voulaient tuer tout le monde comme les talibans. Enfin, c'est un discours... voilà. Donc, la violence, elle est tout aussi présente dans le libéralisme. Elle est plus, en tout cas, dans ces... Même pour la... Il y a un autre truc que je dis souvent à mes étudiants, ça fait réfléchir. Si on regarde le taux de mortalité en France pendant la Révolution française, eh ben, en fait, il y a un moment où il baisse.
De 93 à 94. Bah, comment c'est possible? Il y a la guillotine, ils sont tous morts. Mais non, simplement, il y a le maximum, le prix du pain baisse, les gens bouffent, et donc la mortalité baisse parce que les gens ont à manger. Donc en fait, la démocratie sociale, quand on regarde le taux de mortalité, elle a des effets immédiats, elle fait baisser la mortalité. Ah merde, il y avait une autre question. Ah ouais. Nuit debout, en fait, c'est difficile de... J'ai parfaitement conscience des limites de Nuit debout et je vois très bien ce à quoi tu peux faire référence parce que moi-même, féministe, je vois très bien. Je dis absolument pas que Nuit debout était un modèle parfait de démocratie directe, un modèle parfait de fonctionnement démocratique. Je pense que dans le temps, là aussi limité, dans les conditions, etc., la plupart ont essayé de faire au mieux, qu'il y avait d'ailleurs des tensions entre différents modèles. Donc moi, j'ai pas, tout en constatant les limites et en étant parfois moi-même critique sur ce à quoi je pouvais assister, je voulais pas rentrer dans un... Il y a eu une tentative de faire les choses. Certains avaient suffisamment de culture politique pour soit le faire bien, soit le faire mal, mais justement pour que ça merde. Donc c'était extrêmement difficile à... Moi, j'ai l'impression que quand même, il y a eu des tentatives d'amélioration. Après, la difficulté de Nuit debout, c'est quand même le turnover, c'est-à-dire que souvent, on se rendait compte que d'une assemblée à l'autre, bon, sur une ou deux, les gens se retrouvaient, donc finissaient par progresser. Puis après, c'était des gens nouveaux, donc il fallait recommencer à zéro, ce qui compliquait les choses. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a joué. Maintenant, dans la démocratie représentative, il y a aussi tout un tas de violences et de violences faites aux femmes symboliques, et la parité a pu améliorer dans certains aspects, mais l'invisibilité des femmes reste réelle en dépit du fait que et bon, là on a vu même Fillon dit qu'il s'assurera sur la parité, donc c'est pas à gagner non plus dans la démocratie représentative. Bon, si vous en êtes d'accord, on va clore ce débat. Je pense qu'on a avancé de la partie, je dirais, presque plus institutionnelle, ce que notre ami Laurent Lévy a appelé tout à l'heure technique, mais disons plutôt institutionnel, vers un contenu social, parce qu'on voit bien que les deux sont absolument indissociables. Et moi, j'ai appris là, quelque chose, en effet, qu'il y avait eu moins de morts pendant la période dite de la terreur, puisqu'on l'appelle ainsi, que pendant les autres séquences de la Révolution, parce que précisément la question sociale avait été prise à bras-le-corps par ceux-là même qui ont fait donner la guillotine par ailleurs. Et on sait très bien que le libéralisme tue beaucoup, ne serait-ce qu'à cause de la faim, à cause des maladies, à cause des inégalités, à cause maintenant du burn-out, des surmenages, des suicides dans les entreprises, etc. Ce sont des choses qui ne sont pas comptabilisées souvent. Et effectivement, il n'y a pas, je crois, enfin, sans trahir votre réflexion, au contraire, je pense qu'on va dans le même sens, il n'y a pas de démocratie institutionnelle qui puisse trouver en soi la solution absolue à la question démocratique si on n'avance pas vers la résolution de questions sociales. Et on le voit très bien parce que l'abstention et le désintérêt des gens pour le suffrage universel, bien sûr, il naît de frustration politique avec des élus qui font souvent le contraire de ce qu'ils ont promis, mais ce sont aussi des frustrations sociales et ce sont aussi des gens et toute une partie de nos concitoyens qui ne se sentent pas concernés parce qu'ils sont parfois dans la survie tout simplement et confrontés à des problèmes qui sont d'une autre nature que les problèmes politiques qu'on a traités, j'espère bien, j'en suis même convaincu ce soir. Donc je crois que c'est peut-être une des conclusions qu'on peut tirer, c'est qu'il n'y a pas de démocratie politique, il n'y a pas de solution en soi s'il n'y a pas un approfondissement de la question sociale. Je ne parle même pas de la démocratie sociale, mais de la question sociale, c'est-à-dire des luttes pour plus d'égalité entre les citoyens dans leur vie quotidienne. Alors je veux vraiment remercier Mathilde Harrer pour tout ce qu'elle nous a dit et souvent appris ce soir. Je crois que c'était très, très riche. Et puis, donc, on va conclure cette deuxième émission web Politis avec nos amis de la Fondation Copernic.
Je remercie aussi Ingrid. Et puis, si vous voulez bien, on peut prolonger, peut-être hors micro et hors caméra, ce débat quelques instants, si vous le souhaitez, si Mathilde le veut bien. Merci encore.